bienvenue à tous encore une fois, ici l'image de l'Afrique et comme vous le savez, chaque semaine on parle des questions clés pour le développement du continent. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec monsieur Amadou Tidiane Fall qui est un administrateur civil et doctorant en philosophie politique venu du Sénégal. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on parle souvent, il y a quelques semaines, on avait parlé de la libération ici au Rwanda, puis on parle de plus en plus des perspectives continentales du développement. Vous êtes aussi focalisé davantage sur le développement de l'Afrique, économique, politique, sociale. Pourquoi cette concentration peut-être sur ce sujet en particulier? Bon, merci beaucoup, je vous remercie. D'abord, je voudrais saluer les Rwandais qui sont à l'intérieur du pays, comme ceux de la diaspora qui nous regardent, et aussi les Africains qui sont ici et ailleurs, et les citoyens du monde entier. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai une pensée particulière pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de la journée de la libération du Rwanda, je pense que c'était le 4 juillet. Le 4 juillet. Donc cela montre effectivement, comme j'ai l'habitude de le répéter à chaque fois que je fais des publications sur l'Afrique, il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Et peut-être nous allons y revenir. Donc ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe actuellement prouve nettement que s'il y a la volonté, s'il y a l'esprit de groupe, que tout est possible dans notre chère Afrique. Nous avons tant de potentialités, même si nous avons tant souffert, et qu'actuellement, il y a quelque part des déchirements, il y a des manquements, la jeunesse est un peu déboussolée, mais nous pouvons trouver en nous la force qu'il faut pour continuer à rêver et pour continuer à croire au développement, je le pense fondamentalement. Alors, depuis quelque temps, on parle de renouveau de l'Afrique. C'est pas nouveau, bien sûr. Chaque génération peut-être a eu son moment de renouveau. Est-ce que vous croyez qu'on assiste réellement à un renouveau du continent? Effectivement, je le pense. Je pense qu'un vent nouveau souffle sur l'Afrique. Donc, si vous constatez un peu à travers ce qu'on aperçoit dans les médias, dans beaucoup de pays, il y a des voix qui se lèvent. Et j'en suis heureux, ce sont des voix de jeunesse. Regardez par exemple ce qui se passe au Congo, la République démocratique du Congo, qui est tout près, que je considère comme étant l'un des pays les plus riches du monde, mais qui est actuellement déchiré, et là depuis les indépendances, mais on voit qu'il y a une jeunesse unie, qui lutte, qui continue d'y croire. Et là, c'est au-delà des clivages politiciens. C'est au-delà des partis politiques. Et ça se passe aussi au Sénégal, comme le mouvement Y en a marre. Ce sont des jeunes, effectivement, qui se sont levés avec un souci nouveau, avec une forme de lutte nouvelle, avec un slogan assez porteur et qui est en train de conscientiser les jeunesses. Et je pense aussi que la même chose se passe au Togo. Donc, si le développement est possible, l'esprit de développement est possible au Rwanda, c'est que aussi les gens l'ont intégré, les gens l'ont accepté. Parce que je rencontre partout des jeunes disciplinés qui sont au fait de tout ce qui se passe et qui semblent l'accepter. Quel que puisse être des fois le taux du chômage ou bien la dureté de la vie, qu'ils puissent l'accepter en croyant que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc dès l'instant qu'on commence à croire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, je pense que ça, c'est un nouvel espoir. Et si on regarde bien, le miroir, ce sont les réseaux sociaux. Donc, nous constatons que des milliers d'Africains sont conscients de l'importance des potentialités de leur continent et qui estiment, à travers peut-être des formes variées, que le bonheur ne vient pas simplement de l'Occident. Donc, dès l'instant que la jeunesse africaine croit en elle-même, nous pouvons espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Alors, on reviendra bien sûr sur la jeunesse, qui est un des piliers peut-être du développement du continent. Vous avez évoqué le mouvement Y en a marre, et on a, de par le continent, davantage de mouvements, dirais-je, d'opposition, de mouvements quelque peu violents quelquefois, ou pas, qui revendiquent, qui demandent à leurs États, à leur gouvernement, de faire plus, de faire différemment, ou tout simplement de laisser faire d'autres. Alors, selon vous, est-ce que c'est un aspect positif de notre développement ou pas? Effectivement, je pense qu'à bien des égards, c'est un aspect positif. En fait, il ne s'agit pas simplement de combattre ou bien de jouer au petit révolutionnaire. Il s'agit effectivement de poser un débat assez intéressant et un débat assez intellectuel. Ce que j'ai constaté, par exemple, au Sénégal, que je connais bien, les membres du groupe Y en a marre, le coordinateur, je le connais très bien depuis maintenant 18 ans. Nous avons partagé le même couloir à l'université. Les autres, ce sont des musiciens, donc des rappeurs, qui auparavant véhiculaient dans leur message, à travers leur type, des idées de révolution, des idées de croire en l'Afrique, des idées de pouvoir insérer dans la vie quotidienne des populations la salubrité. Voilà. Donc, ce ne sont pas simplement des groupes de jeunes qui revendiquent ou bien qui sont contre un pouvoir. J'aurais bien aimé voir que si dans un pays que le gouvernement est conscient des enjeux, que le gouvernement est à l'écoute du peuple, que le gouvernement se bat pour le développement, que ces mêmes jeunesses puissent l'appuyer. Mais aussi dans un pays où fréquemment les lois sont changées, non pas dans le sens positif pour les populations, mais dans des calculs politiciens, il est normal qu'il y ait des voix qui puissent se lever pour dire stop. Donc ce n'est pas seulement une jeunesse contestataire, mais c'est une jeunesse qui est consciente des enjeux et qui accepte le rôle qu'il doit jouer, qu'il accepte le rôle de sentinelle, le rôle d'éclaireur pour les populations, et je pense que c'est effectivement une bonne chose. Alors, il y a un proverbe qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Est-ce que vous ne pensez pas que quelquefois, la jeunesse, bien sûr, a l'énergie, a la fougue de contester, mais peut ne pas être totalement au fait, peut-être, de ce qui se passe, etc., ou peut être embrigadée dans des voies qui pourraient être détrimentaires au pays tout entier? Effectivement, il peut arriver des fois que cela puisse se passer. Mais ce qui est important, comme vous l'avez dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, ce que j'aurais recommandé à cette jeunesse-là, qui lutte, une jeunesse qui est porteur d'espoir, c'est d'abord d'avoir un background culturel et historique assez fort. Mais il peut arriver aussi que des jeunes dans un pays de l'Afrique, puissent mieux maîtriser l'histoire de ce pays que certains vieux. Et ça, je le dis très honnêtement, et ce sont des choses que l'on voit tous les jours. Maintenant, ce qu'il faut conseiller aux jeunes qui sont porteurs de projets et de combats, qu'ils maîtrisent d'abord l'histoire de leur continent, l'histoire de leur pays, pour au moins compenser, au moins l'âge, qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup vécu, mais même s'ils n'ont pas beaucoup vécu, ils peuvent, à travers l'histoire, à travers les recherches, à travers les lectures. Parce que pour pouvoir mener un combat, il faudra effectivement avoir une base théorique. Et c'est cette base théorique qui permet d'éclairer le chemin, qui permet d'inspirer pour que cette inspiration puisse être bien expliquée aux populations. Donc il faudra qu'il soit cultivé, qu'il soit armé de science, qu'il soit au courant des faits historiques, qu'il puisse savoir d'où est-ce que nous venons, quelle est la situation que nous vivons actuellement et vers où nous voulons aller. Donc, effectivement, cette jeunesse pour porter le combat, pourvu, effectivement, qu'il puisse faire
ce que je viens de dire tout à l'heure pour compenser un peu le manque d'expérience causé par l'âge un peu relatif. Alors, ce que vous dites, en fait, fait écho aussi au Rwanda. Il y a ce qu'on appelle Itorero, ou l'éducation civique, où on prend des jeunes qui viennent quelquefois de la diaspora et qui vont, pendant quelques jours, recevoir peut-être ces cours d'éducation civique, d'histoire, de leur pays, de leur continent, etc., etc. Vous pensez que c'est un moyen de fermer peut-être cette différence entre les plus âgés, entre guillemets, qui savent et qui ont de l'expérience, etc., et qui peut-être donnent leur connaissance à ces jeunes qui ont la force finalement de faire arriver cet avenir que l'on veut voir se produire? Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que je dis qu'une révolution ne peut pas se faire, dans le bon sens, bien entendu, ne peut pas se faire sans la jeunesse. Et que quel que puisse être le courage, l'abnégation et la volonté de ces personnes âgées qui ont tout vécu et qui savent beaucoup de choses, il leur manque peut-être cette capacité de mobilisation ou bien cette force. Donc pour cela, c'est toute la population qui doit s'unir. Il appartient aux plus âgés d'informer les plus jeunes, de leur transmettre les connaissances. Il appartient aussi aux plus jeunes d'aller vers ces personnes âgées pour recueillir ces informations, pour avoir ces connaissances. Donc, comme vous l'avez dit, si ça se passe au Rwanda et ça ne m'étonne pas, c'est une excellente chose. Parce qu'il faudra que la jeunesse puisse être au courant de ce qui se passe, puisse être au courant de l'histoire, savoir d'où est-ce que le pays vient, ce que nous avons traversé, les erreurs qui sont commises. Et à partir de là, la jeunesse saura qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Et justement, qu'est-ce qu'il ne faudrait plus faire pour pouvoir arriver à accélérer le développement du continent selon vous? Ce qu'il ne faut plus faire, c'est effectivement ce que nos devanciers ont fait. C'est cesser d'être manipulés par des personnes venues de l'extérieur qui ont d'autres visées, qui ont d'autres objectifs et qui apparaissent le plus souvent comme des pyromanes déguisés en sapeurs-pompiers. Alors qu'au fond, ce qui les intéresse, c'est le pillage. Ce qui les intéresse, c'est notre force de travail. Ce qui les intéresse, ce sont nos ressources. C'est passé beaucoup de choses. Quand on regarde des pays en Afrique, quand on regarde, par exemple, la République démocratique du Congo, quand on regarde l'Angola, je me suis dit, quel gâchis. Ce sont des pays qui ont passé tout leur temps à se battre. Et s'ils avaient concentré cette énergie-là à développer le pays, on parlerait aujourd'hui de l'Angola, comme on parle de l'Angleterre ou de la France. On aurait pu parler de la République démocratique du Congo, comme on parle de la Chine ou du Japon. Donc, il ne faut plus accepter d'être manipulé, qu'on puisse s'entretuer entre nous. Je pense que les Burundis ne doivent plus découper les Burundis. Les Rwandais ne doivent plus massacrer les Rwandais. Les Algériens ne doivent plus se battre contre les Algériens. Deux factions politiques en Angola ne doivent pas s'affronter. Et bien, pour quel intérêt? Parce que le plus souvent, si on demandait à ces belligérants ceux qui livraient les combats, des années après, ils vous diront peut-être qu'ils ne savaient même pas au fond pourquoi ils se battaient. Parce que des gens venus de l'extérieur créaient des problèmes inutiles pour lesquels on pouvait s'asseoir et trouver des solutions. Donc il ne faut plus que la jeunesse africaine puisse tomber à travers ces choses-là, effectivement, qui sont futiles. L'énergie que l'on consacre, le manque de sommeil, les moyens que l'on dépense pour s'affronter, pour se massacrer, pour se tuer, si cette force-là, cette énergie, on le consacre au développement de l'Afrique, et effectivement, dans quelques années, nous pouvons voir quelque chose de merveilleux. Ça s'est passé au Nigeria pendant la guerre du Biafra. Nigeria, un pays, lorsque, juste après l'indépendance, effectivement, une partie du territoire a voulu entrer en sécession. Et aussi, c'est dû quelque part, peut-être que
à la première période de l'indépendance, qu'il y avait toujours des guerres de positionnement. Que ceux qui avaient le pouvoir, peut-être qu'ils ont arraché de force ou par négociation des mains des Blancs, avaient tendance quelquefois à concentrer tout le pouvoir au niveau de leur groupe ethnique. Et ça aussi, ça conduit tôt ou tard à une guerre civile. Donc, ce que effectivement les militaires biafrais ont refusé, et c'est ce qui a conduit à cette guerre. À la fin, le gouvernement fédéral du Nigeria a gagné, donc le Biafra n'a pas pu devenir un État indépendant, mais tant mieux pour l'unité du Nigeria. Donc tant mieux pour l'unité de l'Afrique. Alors, souvent, on voit caché peut-être sous les problèmes politiques, entre guillemets, un spectre économique, que ce soit sous forme de corruption, que ce soit aussi sous forme d'aide que les pays veulent obtenir peut-être de l'étranger. Si on veut réellement être une Afrique indépendante, certains peut-être détracteurs diront, mais est-ce que l'Afrique a les ressources finalement économiques pour être indépendante? Qu'est-ce que vous en dites? L'Afrique a les ressources économiques pour être financièrement indépendante. Nous avons, comme pour paraphraser le chanteur ivoirien Alpha Blondy, nous avons l'or à ciel ouvert. Nous avons la bauxite à ciel ouvert. Nous avons l'uranium à ciel ouvert. Mais regardez un peu. Je disais un jour à un ami que la République démocratique du Congo pourrait fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Ce vaste pays qui est traversé par combien de lacs et par le fleuve Congo, l'un des plus grands. Le pourcentage de la population qui a accès à l'électricité est très faible. C'est un gâchis. Mais il y a des pays qui n'ont pas un sous-sol riche. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le sous-sol japonais ou français? Ou suisse. Ou suisse. Qui est un pays enclavé en plus. Il y a quoi là-bas? Mais les gens ont pu compenser ce manque de ressources par une intelligence tactique, par une démarche participative, par un patriotisme débordant. Maintenant, il n'est pas dit qu'on ne va pas collaborer avec les autres pays. Peut-être qu'au début, nous n'avons pas tous les moyens pour extraire le tantal qui existe au Congo. Nous n'avons pas tous les moyens pour extraire le pétrole et le gaz qui se trouvent au Nigeria ou bien au Sénégal. Mais nous pouvons avoir la force de pouvoir peser sur la balance, de savoir que ceci nous appartient et que dans le commerce mondial que nous puissions gagner. Nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons la jeunesse qu'il faut, nous avons le territoire qu'il faut et nous avons les ressources qu'il faut. Mais maintenant, il faudra que les dirigeants africains soient fondamentalement patriotes, qu'ils soient sérieux et qu'ils soient sincères, qu'ils puissent d'abord viser le développement de l'Afrique, qu'ils puissent dire que ces ressources-là qui sont dans nos sous-sols doivent profiter au pays, doivent profiter à la population, au peuple. Mais si on se met à faire des deals avec d'autres pays, mais vous êtes honoré, votre famille est honorée, vous êtes sur un pédestal, vous pouvez avoir ce que vous voulez, pendant que l'autre gagne beaucoup. Donc, il faudra, pour ce que nous avons comme ressources, que des dirigeants conscients de cela, qui puissent défendre leur patrie, leur pays, leur peuple au prix de leur vie, et que cela soit beaucoup plus important, et effectivement que les postes qu'ils puissent occuper ou les positions actuelles sur lesquelles ils sont. Alors, vous dites pouvoir donner leur vie, et on a beaucoup d'exemples de ceux qui l'ont fait, bien sûr, les frères et sœurs rwandais qui se sont battus pour la libération de leur pays, mais aussi aux quatre coins du continent, les visionnaires qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui, en fait, je pense que ça existe toujours, parce que ce que j'entends souvent quand je suis invité à des conférences, à des débats, ou bien les jeunes que je rencontre, je vois qui sont ces idées-là. Excusez-moi. Et ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un exemple.
Et nous voyons que les autorités sont toujours sur cette voie-là. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le président Kagame, pour tout ce qu'il continue à faire. Parce qu'il est toujours sur cette même vision. Depuis qu'ils ont eu l'idée, dans les années 90, à libérer le Rwanda, à pouvoir instaurer une autre forme de gouvernance, ils sont toujours sur ce chemin-là. Ils se sont battus, il y a eu des contraintes, mais ils ont continué. Cela signifie, lorsque l'on croit à quelque chose, fondamentalement, qu'on se donne les moyens d'y parvenir, quels que puissent être les obstacles, on peut y parvenir. Qui pensait que en 1987, 88, 89, début 90, que c'est quelques Rwandais qui étaient en Ouganda ou dans la diaspora, qui pouvait croire qu'ils pouvaient effectivement arriver là où ils sont aujourd'hui, jusqu'à transformer ce pays-là, jusqu'à que nous autres Africains de l'Ouest puissions nous déplacer au Rwanda pour venir voir ce qui se passe et le montrer au reste de l'Afrique. Ça signifie qu'ils ont eu une vision, ils se sont donné les moyens, malgré les obstacles. C'était difficile, c'était terrible, c'était terrifiant, c'était mourant, mais ils ont cru à ça. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour le président du Rwanda, pour le courage qu'il a eu, pour l'amour de son peuple, cet esprit de pardon, de réconciliation. Et il continue à inspirer beaucoup de jeunes. Et je dis qu'au Sénégal, beaucoup de jeunes sont admiratifs du président Kagame. Il suffit de voir sur Facebook, tu peux compter des centaines de jeunes. Le photo de profil, c'est le président Kagame. En fait, au-delà de la personne du président Paul Kagame, je sens que ces jeunes en veulent, que ces jeunes ont du respect pour ceux qui inspirent le respect. Que ce soit, ils le font pour Thomas Sankara, pour Patrice Lumumba et pour tant d'autres. Cela signifie qu'ils croient en l'Afrique. Ils croient au leadership des Africains. Cela signifie qu'ils croient plus que le développement viendrait du peuple souverain, que le développement viendrait des entrailles de l'Afrique, et non d'ailleurs. Alors, vous parlez de quelque chose qui est assez important, je pense, au-delà peut-être de la personne du président Kagame, au-delà de ceux qui se sont levés les premiers, il y a aussi tous ceux qui étaient derrière, entre guillemets, et ça nous ramène à la question de savoir si la vision qu'ont certains leaders africains, bien sûr, on a de plus en plus des visionnaires, on a de plus en plus des gens qui ont une vision claire pour leur pays et pour leur continent. Est-ce qu'on a réellement au niveau de la société un soutien, un support et peut-être une demande de changement qui s'est déjà montré, qui s'est déjà manifesté et qui permet à ces leaders, à ces visionnaires peut-être de continuer de progresser? Ou est-ce qu'on a des visionnaires et le reste de la société qui veut rester dans le statu quo? Je sens quand même qu'au niveau des populations, surtout au niveau de la jeunesse, il y a cette volonté-là. Peut-être il n'y a pas encore cette l'organisation qu'il faut. Et quand je dis que j'ai foi en l'Afrique, parce que je constate qu'effectivement, de jour en jour, que les jeunes Africains sont conscients de cela. Peut-être il leur manque un catalyseur, il leur manque un leader. C'est vrai que, d'autre part, beaucoup de jeunes sont intéressés par autre chose. Ils veulent risquer leur vie à travers la Méditerranée pour se rendre en Europe, ou bien ils ont d'autres visées. Mais il y a quand même des organisations, il y a quand même des jeunes qui sont conscients du problème de l'Afrique. Peut-être il leur manque une organisation, ou bien il leur manque un leader qui puisse les guider vers leurs rêves. Et lorsqu'ils trouveront peut-être ce leader-là qui est prêt à se sacrifier, de guider vers le rêve, je pense qu'ils vont y parvenir. Au Sénégal, nous voyons depuis quelque temps, bon, peut-être la forme, on peut en discuter, un collectif. France dégage. Des gens qui prônent effectivement le consommer local, le retour aux sources. Ils disent qu'il y a une autoroute à péage qui est gérée par les Français. Maintenant, le petit commerce est
catalysé par une firme française Auchan, lorsque vous quittez l'aéroport international Blaise Diagne pour aller au centre de Dakar, dans les airs sont des stations Total, c'est français, et lorsque vous voulez retirer du cash, ce sont les banques françaises. C'est la B6 de PNB Paribas, c'est la EGBS de la Société Générale. Donc on voit qu'il y a des jeunes, effectivement, qui se constituent en collectif. Non pas parce qu'ils ont une haine envers les Français, non. Parce que nous avons des liens historiques plusieurs fois séculaires, mais parce qu'ils revendiquent un certain nationalisme, une certaine fierté africaine, une certaine fierté de consommer local. Donc je pense qu'il y en a quand même des jeunes qui y croient, et lorsqu'il y a un catalyseur, il y a un leader qui est porteur d'espoir, je pense que nous pouvons aller vers des lendemains meilleurs. Mais il faut y croire. Il faut y croire et puis il faut poursuivre peut-être le chemin vers... Poursuivre le chemin et aussi les combats qui seront menés, que ce soit des combats sur une base idéologique très forte. Et quel que puisse être ce qu'on a vécu, quelles que puissent être les souffrances, qu'on puisse continuer à penser à libérer l'Afrique au-delà des clivages. Et effectivement, ce que le FPR a fait, ce n'est pas seulement un regroupement de Rwandais qui étaient en exil, qui étaient catégorisés appartenir à un groupe ethnique. Non. Même si, effectivement, la plupart appartiennent à ce groupe ethnique-là, et je ne crois même pas à ces groupes ethniques, mais ils avaient en l'idée la libération de tout un pays, non pas simplement le retour ou l'intégration de ceux qui appartiendraient à un autre groupe ethnique. Et nous avons vu que malgré tout ce qui s'est passé, lorsqu'ils sont venus, lorsque la capitale a été prise le 4 juillet, effectivement, tous les jalons qui ont été posés après ont prouvé que ces gens avaient réellement en eux l'idée de la libération de tout le Rwanda, non pas de l'intégration de ceux dont leurs parents ont été cherchés de force. Il faut arrêter les clivages. On va en parler tout de suite. On va passer à une courte page de publicité et puis on continue avec la discussion très intéressante. Restez avec nous.
Merci d'être resté avec nous. On est de retour sur l'image de l'Afrique. Et juste avant le moment ou la vidéo que vous avez vue, nous étions en train de parler avec Amadou Tidiane Fall, qui est administrateur civil et doctorant en philosophie politique. Et nous parlions du développement du continent et des questions surtout qui sont liées à la jeunesse et comment la jeunesse peut jouer un rôle plus important dans le futur du continent. Et on avait parlé de la question des clivages qui sont d'origine sociale, bien sûr, quelquefois, qui sont quelquefois d'origine politique, d'origine économique. Alors, selon vous, et vous nous expliquiez qu'il faut absolument lutter contre des clivages qui sont trop importants dans notre société. Selon vous, est-ce qu'on a encore des sociétés qui connaissent un clivage fort, ou est-ce qu'avec la mondialisation et les réseaux sociaux et la communication sans fin, on est arrivé à des systèmes qui sont plus brouillés, entre guillemets? Oui, effectivement. Ça a tendance à disparaître quand même. Ça a tendance à diminuer, même s'il y a des résistances. Et que l'Afrique a beaucoup souffert de ça. Parce que si on regarde un peu, la plupart des guerres, la plupart des déchirements qu'a connu le continent avec des conséquences désastreuses qui ont retardé le développement du continent, donc par le truchement du retard de développement de beaucoup de pays, et ce sont les clivages ethniques. Et c'est vrai que ces clivages-là ont été plus ou moins élastiqués par d'autres influences, qui fait que les gens ont intégré cette image de la haine de l'autre et cette image que l'autre ne mérite pas mieux que moi. Cette image, pourquoi c'est l'autre toujours qui dirige? Cette image, mais effectivement, pourquoi c'est lui qui détient tous les moyens et moi je ne détiens rien? Et c'est regrettable parce que si nous voyons ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Si après, on fait une rétrospection, on se rend compte qu'on a été quelque part idiot. Pourquoi il aura fallu se battre pour des choses qui sont inutiles? Pourquoi il aura fallu se battre dans un petit pays qu'on appelle le Rwanda pour des gens qui partagent des territoires depuis des millénaires, des gens qui parlent la même langue, les gens qui croient au même Dieu, les gens qui ont les mêmes rites, les gens qui ont les mêmes cultures? Pratiquement. Mais d'où vient cette opposition-là? Peut-être c'est une opposition entretenue depuis des années, depuis des siècles, par ceux qui nous ont colonisés et qui continuent d'être entretenus par les premiers dirigeants qui, peut-être par un réflexe identitaire de fierté mal contrôlée, pour pouvoir continuer à régner. Parce que si vous voyez un peu, les guerres tribales, ethniques en Afrique étaient un peu liées à l'existence des partis uniques. Si effectivement, dans un pays avec plusieurs ethnies, plusieurs groupes ethniques, et qu'au début il n'y avait qu'un parti unique, le secrétaire général, le dirigeant du parti, donc appartient forcément à un seul groupe ethnique. Donc qui fait, au-delà même qu'il pensait à son groupe ethnique, peut-être il pensait au parti politique, au parti unique qu'il dirige, et dans beaucoup de pays, tout le peuple était forcé à adhérer au parti unique. D'autres pourraient voir ça comme étant la monopolisation, n'est-ce pas, du pouvoir par un seul groupe ethnique. Donc, est-ce que c'est uniquement des groupes ethniques? Parce qu'aujourd'hui, on a justement ces groupes sont moins clairs qu'auparavant. Non, effectivement, ça a évolué. Ce sont toujours des réflexes identitaires. Que ce soit parce qu'ils appartiennent au même territoire, ou bien même par rapport à des croyances. Qu'ils appartiennent à la même religion, ou dans une même religion, ils ont une vision sectaire. Donc, ces groupes-là, effectivement, ça existe. Et il ne faut pas nier la réalité. Ce sont des choses auxquelles nous devons faire face. Nous devons faire face avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation,
mais encore beaucoup de lucidité. Ce qui se passe effectivement au Nigeria, c'est un réflexe identitaire. Je ne peux pas dire que dans Boko Haram, il n'y a que des Hausa ou bien il y a que des Fulani. Mais il y a pratiquement tous les représentants des groupes ethniques qu'on retrouve au Nigeria, mais les gens sont regroupés au sein d'une entité sectaire par rapport à une vision qu'ils partagent. Eux seuls savent leur réelle motivation. Et donc, ces groupes sectaires de réflexes identitaires, que ce soit lié à l'appartenance à un groupe ethnique ou bien l'appartenance à une secte d'inspiration religieuse, ce sont des choses, effectivement, qui existent. Mais c'est moins grave et moins dense de ce qu'on a effectivement connu au début des indépendances. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'était passé au Nigeria, c'était effectivement une revendication de territoire. Les Biafrais disaient qu'ils ont le territoire le plus riche et ils ont toujours été exclus du commandement. Voilà. Parce que pour eux, c'est un peuple, c'est une ethnie qui habite le Biafra. Donc le fait que les Biafrais, en dehors du territoire qu'ils partagent, soient exclus du cercle de commandement, pour eux, c'est l'ethnie à laquelle ils appartiennent qui est exclue du cercle de commandement. Alors, c'est important quand même que vous disiez que certains groupes sont d'inspiration religieuse. Comme vous savez, on a une montée des extrémismes et des actes de terrorisme, etc., qui menacent finalement tout un différents types de pays, à savoir les pays africains, mais aussi l'Europe, les États-Unis, etc. Donc, ce sont des groupes d'inspiration religieuse et souvent on fait l'amalgame où on dit que ce sont des groupes religieux ou d'extrémisme religieux. Quelle est la différence entre les deux? Effectivement. Pour d'abord signaler que les connexions de ces groupes, qui sont d'inspiration d'extrémisme religieux, ces groupes ont des connexions avec d'autres groupes, même en dehors du continent. Parce que si on voit actuellement ce qui est en train de se passer au Sahel, ce qui se passe en Libye, au Mali, au Nigeria, quelque part au Tchad, mais effectivement c'est lié. Maintenant, ce qui caractérise ces groupes-là, un phénomène plus ou moins nouveau, c'est qu'ils mettent en avant non pas des intérêts africains, de revendication d'une indépendance totale de l'Afrique ou bien d'une liberté, ils ne mettent pas en avant la revendication pour l'accession d'un groupe ethnique au pouvoir, ils ne mettent pas en avant l'appartenance de même territoire et ils ne mettent pas en avant l'appartenance ou bien le partage de la même langue. Mais ils mettent en avant une certaine inspiration religieuse qu'ils croient être universelle et qu'ils croient pouvoir imposer aux autres leur manière de penser et le plus souvent par la force. Et il y a une terrible amalgame parce que on confond le plus souvent l'islam au terrorisme, ce qui est totalement faux. Moi, je suis musulman. Effectivement, ce qu'on nous enseigne dans l'islam, c'est la paix, c'est la concorde, c'est l'amour de l'autre. D'abord, l'humain est ton frère. Ton coreligionnaire, c'est ton frère, comme un frère de sang. Maintenant, il faudra que les chercheurs puissent voir le fond, les réelles motivations de ces gens-là. Parce que je ne les considère pas comme étant des individus qui se battent, qui luttent au nom de l'islam. Pour l'islam, ils se battent au nom de l'islam. Pour eux, ils se considèrent comme étant de vrais, de réels musulmans, qu'il y a de faux musulmans et qu'il y a des mécréants
qu'il faut fondamentalement convertir. Mais si on voit de près que la plupart de ces dirigeants ou bien de ces combattants, ce sont des gens qui ne prient même pas. Ce sont des gens qui ne savent même pas lire le Coran. Mais je pense qu'il y a d'autres motivations ou bien il y a d'autres puissances qui sont tapies dans l'ombre, qui ont d'autres intérêts et qui continuent à manipuler ces groupes-là parce que c'est encore plus dangereux. Parce que ce sont des groupes qu'on ne peut pas facilement repérer. Parce que si c'était une guerre ethnique, une guerre tribale, une revendication territoriale, on peut circonscrire facilement. Exactement. On peut cibler facilement. Mais là, ce sont des gens, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. L'État islamique, tu vois des gens qui, des fois, quittent l'Europe, qui sont des ou n'ont pas Français. besoin de quitter quelquefois. Quelquefois. Ils sont embrigadés à domicile. Effectivement, avec les relations qu'il y a. Et c'est ça qui est dangereux. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Et il faudra une volonté politique assez forte pour pouvoir l'éradiquer parce que ça déstabilise tout un pays. Ça est en train de déstabiliser tout un continent et tout le monde entier. Regardez ce que l'Iran a fait au Mali. Ça déstabilise. Un jour, j'avais écrit une contribution. J'étais dans une conférence avec le ministre malien de l'époque des collectivités territoriales, mais je lui dis ce qui se passe au Mali a une conséquence directe, plus ou moins directe, de la déstabilisation de la Libye. Et ça risque de toucher d'autres pays. Ça risque de toucher l'Algérie, le Tchad. Donc tout le Sahel est concerné. Donc il ne faut pas simplement le voir comme étant un conflit géographiquement localisé, mais c'est un conflit qui se passe quelque part sur un territoire, mais avec des ramifications qu'on ne peut pas contrôler, avec des influences qu'on ignore. Alors, ce dont on parle réellement, comme vous l'avez dit, ce n'est plus une guerre qui est basée sur la géographie, ce n'est plus une guerre d'une ethnie contre une autre, c'est une guerre des idées. Et une guerre des idées, bien sûr, c'est à travers quels moyens, à travers quelles méthodes, peut-être, à travers quelles avenues, est-ce que ces messages sont propagés. C'est souvent les médias sociaux, Internet, etc., etc. On a de plus en plus une foule de messages qui sont transmis à nos jeunes directement, quelquefois directement sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs. Quel est, selon vous, peut-être, est-ce que ça porte un risque, autant que quelquefois on le dit, d'avoir accès à tant d'informations sans peut-être quelquefois avoir la capacité de trier, de filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Effectivement, là il y a un risque quand même et on le voit. Parce qu'il y a un grand risque de manipulation. Et surtout aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, il est très facile de faire des montages, d'envoyer des messages avec des images qui ne collent pas à la réalité. Donc il y a effectivement un réel risque de manipulation. Et si on ne fait pas attention, ça risque de produire l'effet contraire. Et on le voit tout le temps. Il faudra maintenant que quelles que puissent être les manipulations, que quels que puissent être des fois les messages de haine, des messages contournés que l'on envoie, l'intelligence de la jeunesse est supérieure à ça. C'est un mal nécessaire, les réseaux sociaux, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux et particulièrement au réseau Facebook que beaucoup de révolutions pendant le printemps arabe ont pu effectivement se faire. Donc c'est un mal nécessaire. Il faudra que la jeunesse puisse savoir que ce n'est pas une fin en soi. Nous avons de nouvelles technologies. Comment est-ce que utiliser ça en bon escient pour qu'on puisse arriver au but, qu'on puisse arriver au combat, qu'on puisse remporter le combat final. Le combat final, c'est ne plus vivre sous le joug des puissances qui veulent continuer à nous dominer. C'est ne plus vivre sous le poids des dirigeants qui ne croient plus en l'Afrique. C'est ne plus accepter à être sous la direction des régimes qui ne sont intéressés que par leurs propres soucis et leurs propres besoins. Donc, il faudra effectivement utiliser ces nouvelles technologies qui sont actuellement à notre portée, à portée de tous, de façon optimale, essayer de voir comment est-ce qu'en tirer le bénéfice
le plus grand bénéfice possible. Quel que puisse être le danger que ça peut procurer, quelles que puissent être les manipulations, n'est-ce pas, qui puissent en provenir, je pense que l'intelligence, quand même, de la jeunesse est supérieure à ça pour pouvoir effectivement séparer la mauvaise graine. On a parlé, la bonne graine de livret. On a parlé plutôt des produits fabriqués localement. Et quand on parle des nouvelles technologies, bien sûr, elles sont fabriquées en dehors du continent et souvent pour un objectif, bien sûr pour un profit, mais aussi pour un objectif bien particulier. Est-ce que vous pensez que c'est une limitation, le fait que ces technologies nous soient déversées presque, nous soient données, sans qu'on puisse réellement... Est-ce qu'on peut réellement en être maître? Être maître de quoi? Être maître de cette technologie, être maître de cette nouvelle communication, des médias sociaux, des réseaux sociaux, etc., etc. Parce que jusqu'à maintenant, on se place comme étant des consommateurs. Et on consomme Internet, on consomme les médias sociaux. Est-ce qu'on peut réellement en être maître? Oui, pourquoi pas? Parce que, en fait, à chaque fois, on voit de temps en autre, dans un pays ou dans un autre, quand même, des jeunes africains qui se distinguent de façon brillante dans ces domaines-là. Même si, effectivement, les entreprises sont détenues par ceux que nous connaissons. Mais comme je l'ai dit, avec l'intelligence que nous avons, l'intelligence que peut avoir la jeunesse africaine, tout est à notre portée. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas à notre portée. Nous pouvons tout domestiquer. Il suffit simplement d'y croire et il suffit encore de pouvoir accepter, de sacrifier, de faire les études qu'il faut. Il faudra que nous comprenions que nous sommes dans une période ou bien dans un territoire avec beaucoup de choses qui manquent. Et pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, il faudra beaucoup de sacrifices. Les jeunes qui sont aux États-Unis, qui sont en France ou qui sont en Chine, ne sont pas plus intelligents que les jeunes qui sont en Afrique. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Les mêmes opportunités. Les mêmes opportunités. Et je pense que ces opportunités-là doivent être créées par nos dirigeants. Et c'est pourquoi les dirigeants doivent prêter attention, beaucoup attention à la jeunesse et pouvoir investir beaucoup de moyens pour permettre à nos jeunes élèves, étudiants, travailleurs et chercheurs d'avoir ces opportunités-là. Sinon, le reste du monde va utiliser dans le sens positif les nouvelles technologies, tout ce qui apparaît aujourd'hui, et maintenant, nous, non seulement nous serons continuellement manipulés, mais encore, nos jeunes n'auront pas cette capacité à pouvoir apprivoiser ce qui arrive et qui est inévitable, et à pouvoir l'exploiter, l'employer de façon intelligente. Mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, surtout dans les pays maghrébiens, tout ce qui s'est passé, lorsque le moment viendra, les jeunes, effectivement, pourront pouvoir utiliser ça en bon escient. Parce que je vois que des fois, ils détectent eux-mêmes, n'est-ce pas, la manipulation. Alors, on a parlé plus tantôt de la migration et de ces jeunes qui vont envers et contre tout et risquent leur vie, finalement, pour passer de l'autre côté, pour aller en Europe. Et le Sénégal fait partie de ces pays qui perdent un certain nombre de jeunes chaque année qui vont vers la route, vers l'Europe, entre autres. Est-ce que vous pensez, avec tout le travail qui a été fait pour la sensibilisation, pour parler à ces jeunes, pour créer des opportunités aussi au niveau du continent, est-ce que vous pensez qu'on voit déjà la tendance changer? Est-ce qu'on a moins de jeunes qui ont envie de partir ou est-ce que ça paraît pas fonctionner, entre guillemets? Pour parler très franchement, très honnêtement, et de l'expérience que j'ai avec le pays que je connais, le Sénégal, ça n'a pas diminué. Les gens, les jeunes, ont toujours cette folle envie
de partir. Et lorsqu'on voit quelqu'un, je rencontre quelqu'un à Dakar, qui n'est pas encore parti, et qui dit, nonobstant ce qu'il voit, les bateaux qui coulent dans la Méditerranée, nonobstant ces milliers de jeunes qui meurent dans le désert, il veut partir. Ça signifie que ça devient fondamentalement inquiétant. Parce qu'il continue de penser que l'Europe, c'est l'Eldorado. Parce que ça se constate dans la vie quotidienne. Tu étais avec quelqu'un qui part en Europe, il fait 4 ans, 5 ans, il vient, tu vois un niveau de vie amélioré. Donc, tu continues à croire que la seule voie de salut, c'est l'immigration. Peut-être, même certains, et ce n'est même pas peut-être, certains préfèrent aller mourir loin de leur famille que de rester effectivement au pays et de continuer à vivre dans la misère et de voir ses parents souffrir. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité, ils vont continuer à vouloir partir. On approche bientôt de la clôture, mais vous parlez de ceux qui reviennent. Et souvent, ce qu'on sait de fait, c'est que ces jeunes, peut-être qui ont réussi à atteindre l'Eldorado, entre guillemets, en réalité ont des conditions de vie très très dures. Misérables. Mais quand ils rentrent chez eux... C'est un mirage. Parce qu'il faut qu'ils essaient de montrer... Bon, moi, je me rends souvent en France. Et là aussi, il faut le dire que la plupart des migrants viennent des pays francophones. Le président Vladimir Poutine l'a dit, peut-être dans une boutade, mais effectivement, il a raison qu'en Afrique de l'Ouest, ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal. C'est rare de voir peut-être un Kenyan, un Namibien, ou bien comment dire ça, un Ougandais tenter ces expériences-là. Et là aussi, c'est une réflexion. Et ces jeunes-là, quand ils partent en Europe, en France, en Espagne, en Italie, et qui ne sont pas qualifiés, ils sont dans des conditions misérables. Ils travaillent misérablement et ils gagnent des miettes. Mais comme ils entretiennent le mirage, ils viennent au pays qu'une fois tous les 4 ans ou tous les 3 ans, et ils restent là-bas maximum 1 mois. Il faudra qu'ils puissent montrer aux autres qu'ils ont réussi, même si c'est un semblant de réussite. Donc, pour endiguer ce phénomène, il faudra des opportunités. Il faudra que les gouvernants puissent créer des opportunités au pays pour que les jeunes aient envie de rester au pays. Il faudra qu'ils soient fiers de leur pays. Il faudra les rendre fiers de leur pays. Tant qu'ils ne seront pas fiers de leur pays et qu'il n'y a pas d'opportunité au pays, on peut inventer toutes les méthodes possibles, mais les gens vont toujours tenter d'y aller. Même s'ils ne vont pas y parvenir, mais ils vont continuer à tenter. Alors, le mot de la fin, selon vous, qu'est-ce qu'il manque pour que l'Afrique atteigne peut-être cette image ou cette vision, cet objectif qu'elle s'est donné? Il manque le courage politique. Il manque le fait de le manque de croire en nous-mêmes. Et il faut lutter contre la corruption. Eh bien, ça tombe bien parce que le thème de cette année de l'Union africaine, c'est la lutte contre la corruption. Effectivement, et j'admire ce qui se passe au Rwanda. J'ai été avec le DG de RADJB, l'Office rwandais de la bonne gouvernance, avec le docteur, le professeur Siaka Anastase. Donc, on a eu un entretien, et même un entretien avec beaucoup de fonctionnaires de Rwandais, qui fait quand même qu'on voit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il faudra que les travailleurs soient payés à la sueur de leur front, que les gens puissent gagner dignement leur vie, qu'on ne puisse pas se remplir les poches, avoir des comptes banques, avoir beaucoup de biens à l'étranger sur le dos des populations. Nous ne sommes pas pauvres, mais les richesses ne sont pas bien réparties. Sont pas bien répartis, et tant que les biens ne sont pas bien répartis, tant que les biens ne sont pas bien, tant que nos avoirs ne sont pas bien gérés, et effectivement il y aura toujours un déséquilibre, et ce déséquilibre engendre la frustration, engendre le mal-vivre et engendre la révolte. Donc si nous voulons que les jeunes puissent rester
en Afrique, il faut qu'il y ait des opportunités. Et pour qu'il y ait des opportunités, il faut qu'il y ait des leaders qui croient au développement. Et pour ça, ils doivent d'abord lutter contre la corruption. Qu'ils puissent être là parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont prêts à se sacrifier pour leur pays. Ils sont prêts à sacrifier pour leur peuple. C'est la seule voie de salut. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a très bien compris. On a besoin de leaders qui sont visionnaires, qui sont prêts à se donner pour leur pays, mais aussi il faut créer un système social qui permet peut-être de faire avancer cette idée et de lutter contre les idées contraires. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Un système de solidarité comme je le vois au Rwanda. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir bien voulu rester avec nous. On a compris, il y a beaucoup de choses à faire et c'est chacun de nous, vous comme nous, qui devons faire le pas à notre niveau et être prêts à se sacrifier pour la vision d'une Afrique meilleure. À très bientôt, à la semaine prochaine sur l'image de l'Afrique. Au revoir.